Donc on était content avec Charles, on s'était dit, ben voilà, on a réussi à faire en sorte que la loi puisse être respectée à la maison. Et dans la réalité? Mais il n'y avait pas urgence. Je veux dire, pour Charles, l'objectif c'était qu'une fois que les choses avaient été balisées très précisément, ben, c'était qu'on attende, puisqu'il était encore en vie, il avait encore du plaisir, même si ça s'affaiblissait beaucoup, à voir ses petits-enfants. Et puis il y a eu le moment où sa fin a été très proche, où il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus du tout repousser la mort qui était là, toute proche, et il a décidé d'accepter que ce soit ce moment tout proche. Donc on a appelé les enfants en disant que ça allait être très très proche, et on a fait venir, une fois qu'ils étaient là, le réseau de soins palliatifs. Donc Charles dormait la plupart du temps, il s'exprimait très peu, avec très peu de mots. Et quand le médecin et l'infirmière du réseau de soins palliatifs ont été là, il a rappelé, il leur a dit que ça allait être très bientôt. Il sentait que ça allait être très bientôt. Et alors le médecin qui est venu n'était pas l'un des médecins qu'on avait rencontrés jusqu'à présent dans le réseau de soins palliatifs. Et ce médecin a découvert qu'il y avait déjà eu une demande qui avait été travaillée avec ses confrères de mise en place de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc l'infirmière qui, elle, était au courant, a fini par lui confirmer qu'effectivement ces choses-là avaient été travaillées. Donc elle a commencé par chercher tout ce qui permettait d'éviter de mettre en place la sédation. Arrêter des traitements pour le cœur, pour la circulation, pour les métastases cérébrales qu'il avait aussi, en disant que peut-être ça allait provoquer d'autres aggravations de son état de santé qui permettraient qu'il puisse avoir un accident vasculaire cérébral, avoir une insuffisance surrénale aiguë, d'autres choses qui, en tout cas, ne seraient pas une sédation, qui serait juste un arrêt de traitement, et dans le cadre de la loi, lui paraissait beaucoup plus acceptable, et qui faciliterait la survenue spontanée de son décès. Donc c'était d'abord extrêmement cruel d'entendre des choses comme ça. Donc on s'est mis en colère. Alors en colère le plus doucement possible, parce qu'on était quand même à côté d'un monsieur qui allait mourir en fait 2 jours à 3 jours après, et qui avait besoin de calme et de tranquillité. Et elle a fini par accepter effectivement de prescrire les médicaments qu'il faut aller chercher à l'hôpital, les sédatifs, pour mettre en place cette sédation. Elles sont parties toutes les deux, il était 13 h. On était contents, si on peut dire, voilà, d'avoir pu faire respecter les droits de Charles. Et à 17 h, elle nous a téléphoné pour nous dire qu'ils s'étaient réunis entre eux, au réseau, entre professionnels, et qu'ils avaient décidé que finalement cette sédation, eh bien non, Charles n'y avait plus droit. Alors il n'y avait plus droit parce qu'ils avaient décidé que c'était comme ça, parce que il n'y avait pas d'unité de soins, de lit disponible dans l'unité de soins palliatifs pour le cas où cette sédation ne marche pas, parce que le médecin généraliste n'était pas là. Donc on a fait téléphoner, on a demandé à notre ami qui s'était engagé à être présent à les appeler pour dire que lui il était là. On leur a redit qu'ils s'étaient engagés, on leur a dit qu'ils étaient là eux, et qu'ils avaient accepté d'être présents pour endormir Charles, mais il n'y a eu aucune... Ils ont tout refusé, voilà. Donc ils nous ont laissés tout seuls en nous disant au téléphone: on va quand même pas vous laisser tout seul, donc on va vous prescrire un sédatif plus léger qui va aider Charles à dormir un petit peu. Donc j'ai demandé ce que ce serait que dormir un petit peu. Le médecin nous a dit, écoutez, il dormira comme s'il dormait profondément, mais il ne faudra pas lui parler trop fort, il faudra faire attention quand vous le bougez, parce que là il pourrait se réveiller. Autrement dit, il n'était pas vraiment endormi. Ça, c'était plus possible de le dire à Charles. Il n'était plus en état, il était dans les heures précédant son agonie. On ne pouvait plus lui dire maintenant que tout ce qu'il avait souhaité n'était plus possible juste maintenant. Il avait entendu que ça avait été possible. Pour moi, ça a été... j'ai eu l'impression de le trahir à partir de ce moment-là. On avait toujours été main dans la main l'un avec l'autre pour préparer entre autres sa mort et profiter au mieux de ce qui nous restait à vivre ensemble. Et là, tout d'un coup, je ne pouvais plus lui dire que cette mort douce qu'on avait souhaité partager ensemble, cet au revoir lumineux, enfin qu'on espérait lumineux, où on se disait au revoir pour la dernière fois, ce ne serait pas vraiment ce qu'il pensait.
On a cherché une infirmière. Il y aurait des choses aussi sur la façon dont ils ont leur réseau d'infirmières qui nous ont imposé. Enfin, on a trouvé une infirmière. On était en août. On a cherché évidemment un médecin aussi qui puisse remplacer son médecin traitant, bien sûr, au mois d'août. Des médecins, il n'y en a pas. Et le réseau dont la mission est de coordonner et de mobiliser tous les moyens soignants pour accompagner la personne en fin de vie à son domicile, n'avait aucun autre médecin à nous proposer, si ce n'est le 15 ou SOS médecin. Le dimanche, Charles ne pouvait plus rien avaler du tout, ses médicaments. Il a demandé à ce que cette perfusion lui soit posée. On a appelé l'infirmière et on s'est dit au revoir. Il m'a pris dans ses bras. Il s'est endormi. J'avais demandé aussi, quand le médecin avait été là, 2 jours avant, à ce qu'il y ait une perfusion par voie veineuse qui soit posée, parce qu'avec toutes les difficultés respiratoires qui pouvaient survenir compte tenu de son état ou d'autres difficultés, le fait de disposer d'une voie veineuse, ça permettait de réagir plus rapidement, et les recommandations médicales disent ça. Ça nous avait été refusé, donc l'infirmière a posé une perfusion par voie sous-cutanée dans laquelle les médicaments qui sont injectés arrivent beaucoup plus lentement dans le sang. Donc on s'est dit au revoir, Charles a eu l'air de s'endormir, il a passé la nuit tranquillement, on l'a veillé, et le lundi matin, j'ai eu l'impression qu'il se réveillait, qu'il respirait pas bien. J'ai appelé le réseau qui m'a demandé de faire, donc moi-même, l'infirmière m'avait montré dans cette perfusion sous-cutanée une dose de ce sédatif donc léger, qui n'est pas celui qui est recommandé pour endormir profondément les gens. Et ils n'ont pas jugé utile de se déplacer, donc j'ai appelé SOS médecin. Le médecin est venu, 1 heure après l'infirmière. Et là, ce que je veux souligner, c'est que ce médecin-là, d'abord, lui, nous a rassurés. Au moment où il était là, Charles paraissait profondément endormi. Mais il m'a dit, vous savez, moi, je ne peux pas faire de prescription sans appeler le réseau de soins palliatifs. C'est ce qu'on appelle la procédure collégiale. Avant, les malades dans la situation de votre mari, on pouvait les aider. Et si c'était mon père, c'est ce que je ferais. Mais actuellement, avec la loi, je risque trop. Plus personne ne s'autorise à faire quoi que ce soit pour aider un patient tout proche de la mort. Il est en train d'agoniser, votre mari. Je ne peux pas m'autoriser à faire quoi que ce soit. Je dois, dans le cadre de cette procédure collégiale, contacter le réseau de soins palliatifs. J'ai recontacté après coup ce médecin de SOS médecin. Il m'a expliqué qu'il avait proposé, donc, ce qui est de rigueur dans ce genre de situation, de doubler la dose de sédatif qui avait été prescrite par sa collègue des soins palliatifs. Et donc le médecin de soins palliatifs auquel il a eu affaire a refusé en disant que ça n'était pas nécessaire. Il a consenti à une augmentation moindre de ce sédatif léger et en disant qu'il fallait réévaluer les réactions du malade 2 à 3 heures après. Quand on a demandé qui allait réévaluer les réactions du malade, c'était la famille, c'était nous. Il a mentionné les difficultés respiratoires de Charles. L'infirmière, quand elle est venue, a pareil appelé le réseau de soins palliatifs, mentionné la respiration très impressionnante qui était celle de Charles à ce moment-là, qui nous angoissait beaucoup, parce que je me demandais s'il était en train d'étouffer. Et la réaction du réseau de soins palliatifs a toujours été la même, c'est-à-dire qu'il fallait attendre de voir avec la petite augmentation de dose sédatif, voir si Charles risquait de se réveiller ou pas. Vers 1h de l'après-midi, il a recommencé à s'agiter et sa respiration est redevenue à nouveau très impressionnante. J'ai rappelé le réseau de soins palliatifs et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je me demande s'il se réveille, je me demande s'il est en train d'étouffer, s'il se rend compte qu'il étouffe, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas mettre la morphine en plus? Est-ce qu'on ne peut pas faire une injection intraveineuse? La réponse du médecin, ça a été, écoutez madame, ça ne serait pas éthique. Voilà. J'ai rappelé SOS médecin, ils étaient sur répondeur, plus personne ne pouvait se déplacer à domicile. Je l'ai vu après coup, 11 coups de téléphone à différents amis, soignants qui étaient tous en vacances pour voir ce que je pouvais faire pour aider Charles.
J'ai refait une petite dose de ce sédatif léger et puis un spray de morphine comme il l'avait indiqué au réseau, c'est ce qu'on avait sous la main. Et puis Charles est mort 2 heures après. Mais finalement, je ne sais pas du tout s'il a été conscient de sa mort, s'il étouffait. Je ne sais pas. Voilà.